Oui, bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Martin Cahouette, professeur en psychoéducation. Donc, je suis un homme, les cheveux courts, je porte une barbe et j'ai un chandail blanc aujourd'hui. Je vais partager à l'instant mon écran. Aujourd'hui, j'aborde la question, en fait, du partenariat recherche-communauté à travers différents projets de recherche qu'on a menés au niveau de la chaire autodétermination et handicap. J'ai la chance d'être titulaire de cette chaire-là depuis bientôt 5 ans. Et un de nos axes de travail, c'est la question de l'emploi, des activités socio-professionnelles, mais derrière tout ça, des processus d'innovation qui nous permettent, en fait, de développer des réponses qui vont tenir compte de la neurodiversité puis qui vont permettre d'accroître, d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes qui s'inscrivent sur le continuum de la neurodiversité. Donc, au cours des dernières années, il y a différents projets qui ont été réalisés et aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est un peu une analyse de certaines conclusions convergentes, en fait, de ces différents projets de recherche qui mettent de l'avant justement les enjeux liés à la co-construction, à la collaboration, à la concertation qui est nécessaire pour offrir des réponses qui sont plus actuelles et qui répondent plus adéquatement aux besoins des personnes. Et justement, depuis le début des présentations, je dirais, ce terme-là de collaboration, concertation, co-construction est revenu souvent. Et derrière cette volonté-là, puis je pense l'intérêt de la majorité des acteurs de se concerter et de travailler ensemble, il y a quand même des défis qui sont présents, qui sont récurrents. Et un des cadres d'analyse de ces défis-là, c'est le cadre de la sociologie de la traduction. Et c'est à partir de ce cadre-là, en fait, que je souhaitais vous amener certaines pistes de réflexion pour faciliter, voire permettre cette collaboration-là quand elle est nécessaire. D'abord, 3 projets de recherche, là, rapidement, que je vous présente. Autour des années 2019-2020, un des projets qui a été mené, c'est celui du développement et de la mise en place d'un carrefour socio-professionnel qui découlait, en fait, d'un autre projet de recherche qui avait été soutenu par l'Office des personnes handicapées du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui était en fait un modèle qui cherchait à offrir un cadre de collaboration entre les différents acteurs qui sont concernés par l'inclusion socio-professionnelle de personnes qu'on considère plus éloignées du marché du travail. Il peut s'agir de personnes autistes, mais de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui rencontrent d'autres défis. Alors, ce projet-là d'innovation a été développé par le soutien d'une équipe de recherche, mais maintenant est porté par différents acteurs, notamment des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, implanté dans la région de Québec, en voie de l'être également du côté de l'Estrie, mais inspiré aussi d'un modèle qui provient de l'Abitibi-Témiscamingue. Premier projet. Deuxième projet, en fait, qui est celui qui portait sur les facteurs qui soutiennent l'embauche inclusive, donc les leçons tirées de l'initiative Prêt, disponible et capable, portée par la Société québécoise de la déficience intellectuelle, notamment en partenariat avec APA de Géant également, qui était en fait l'occasion de tirer des leçons des travaux, des activités, en fait, qui ont été menées pour faciliter l'embauche inclusive dans le cadre de ce programme-là que je vous invite à découvrir si jamais vous ne le connaissez pas. Et plus récemment, c'est un projet qui est toujours en cours, qui est celui du développement d'un modèle de gestion pour favoriser l'embauche et la gestion inclusive, en fait, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autisme. Où l'idée étant ici de s'intéresser davantage à la structure des entreprises elles-mêmes, notamment au rôle d'un conseiller en équité, diversité, pas un conseiller, pardon, mais un intervenant en équité, diversité, inclusion, pour permettre de penser les structures de l'entreprise de façon à rendre celle-ci plus flexible, souple et inclusive de la diversité des personnes, en fait, qui peuvent composer le corps des employés. Je vous amène tout de suite, en fait, à ce modèle de la sociologie de la traduction qui nous a été très utile. Vous en avez là la définition. Et pourquoi on s'est intéressé à la sociologie de la traduction? Parce que quand il y a une diversité d'acteurs qui sont concernés, mais également de secteurs d'activité, et quand il est question de l'inclusion en emploi notamment, on pense bien sûr au marché du travail, aux entreprises, mais il y a des acteurs comme les acteurs en santé et services sociaux, puis avoir des enjeux
enjeux liés au transport, des enjeux liés également à la collaboration avec les familles. Donc, une diversité de partenaires qui ont tous, en fait, certains enjeux, un langage particulier, une façon de communiquer leurs besoins, des valeurs qui sont portées. Et il y a une forme de traduction, en fait, qui doit être faite entre ces différents secteurs d'activité-là, entre ces différents partenaires-là, pour éventuellement être capable de se comprendre, se connaître, se reconnaître mutuellement et choisir de travailler ensemble à développer, en fait, des réponses plus adéquates aux besoins des personnes. Donc, vous avez ici cette définition-là où on dit la traduction, c'est un processus par lequel il y a des actants, donc les gens qui vont agir, qui vont progressivement converger et coopérer en réseau autour d'un projet commun. Donc, le travail de traduction, c'est assumé par des traducteurs, des acteurs, promoteurs de la démarche qui vont chercher à enrôler des porte-paroles, donc mettre à profit des gens qui, à leur tour, vont être capables de convaincre au sein de leur milieu l'importance, en fait, là, qui doit être accordée au projet commun de façon à ce que l'objectif soit atteint, mais de toujours plus finalement, je dirais, rassembler des acteurs plus largement pour partager en fait un objectif commun. Donc, cet enjeu-là, ben, il repose sur un ensemble d'étapes et pour chacune des étapes, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un ou deux enjeux plus particuliers qui sont apparus à chacune de ces étapes-là. Et c'est un peu le cadre qu'on a utilisé à rebours pour faire l'analyse, en fait, des processus qu'on a vécus dans chacun des projets de recherche. Donc, une des premières étapes, en fait, c'est toujours de contextualiser les choses. Autrement dit, d'en arriver à cibler des facteurs qu'on va appeler internes et externes qui pourraient influencer le processus de changement ou d'innovation, en fait, qu'on veut mettre en place. Ici, l'enjeu le plus important qui a été rencontré dans les différents projets qu'on a mis sur pied, c'est celui d'être capable de persuader de l'importance, en fait, de cette question-là. Quand il est question de neurodiversité, que ce soit pour la déficience intellectuelle, l'autisme ou peu importe, en fait, la condition qui est derrière cette situation-là, le fait de persuader de l'importance qu'on doit accorder à une situation, ça a souvent été un grand enjeu. Persuader, ça veut dire être capable de faire en sorte que chacun des acteurs reconnaisse l'importance de venir s'engager dans une démarche comme celle-ci qui va permettre la mobilisation de différents acteurs pour l'inclusion en emploi. Et je vais y revenir un petit peu plus tard parce que pour être capable de persuader, il faut être capable de reconnaître aussi la plus-value que chacun des acteurs peut gagner à s'engager en fait dans ce type de projet. Donc, première étape, la contextualisation. Deuxième étape, en fait, qui a été aussi majeure, je dirais, c'est celui des enjeux qui sont liés à la problématisation. Autrement dit, on souhaite finalement faire en sorte que davantage de personnes soient incluses sur le marché du travail, mais où se situent véritablement les enjeux pour que cette inclusion-là soit possible. Et problématiser, c'est nécessaire si on veut en arriver ici à avoir un objectif commun. Des enjeux concrets, en fait, deux éléments qui sont apparus, c'est ce qu'on a appelé progressivement les angles morts. Parce que chacun des partenaires concernés autour de la question de l'emploi ont souvent l'impression qu'ils couvrent l'entièreté des besoins. Autrement dit, le réseau de la santé et des services sociaux peut avoir l'impression qu'il y a tous les leviers pour agir sur cette question-là. Emploi Québec peut parfois penser la même chose. Donc, quand on s'assoit ensemble et que chacun se met à discuter, chacun a un peu l'impression parfois de déjà le faire, d'avoir déjà mis en place les réponses qui sont nécessaires pour permettre à chacun de s'inclure. Donc, les angles morts, c'est de reconnaître que dans mon secteur d'activité, je desserre peut-être une certaine partie de la population, mais il y a peut-être des populations qui ne se retrouvent pas chez moi et ça, je ne peux pas le savoir. C'est un partenaire qui va me permettre de prendre conscience qu'il y a une partie de la population qui n'est pas desservie par ma façon d'aborder la situation ou ma façon finalement de tenter de répondre aux besoins, dans notre cas, là, des personnes autistes. Autre enjeu aussi dans la reconnaissance du problème, c'est le langage commun. Le langage commun, en fait, c'est de se dire que derrière ce qui est mis sous le vocable que chacun utilise dans son secteur d'activité, ben, c'est pas toujours la même chose qui est entendue par différents partenaires. Donc, la reconnaissance, en fait, du problème ici, la problématisation, a passé beaucoup dans les trois projets dont je vous ai parlé là, de cette définition-là d'un langage commun qui est pas simple, mais qui est nécessaire, en fait, qui est une des premières étapes à traverser pour être capable d'en arriver à développer des innovations qui vont véritablement répondre à des besoins.
Troisième élément aussi essentiel là, dans cette démarche-là, c'est tout ce qu'on va appeler de l'intéressement. L'intéressement, c'est quoi? C'est toutes les actions qu'on va entreprendre pour impliquer un nombre croissant d'alliés et les faire participer activement à la construction de l'innovation. Et l'intéressement, en fait, passe beaucoup par la reconnaissance des bénéfices que vont tirer chacun des acteurs à s'engager dans cette démarche-là. Les projets de recherche qu'on a réalisés dans les dernières années l'ont été dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et cette question-là de la pénurie de main-d'œuvre, ben, elle a été un levier, en fait, pour intéresser notamment des entreprises à la possibilité de procéder à des embauches inclusives. Maintenant, si le levier de la pénurie de main-d'œuvre a été une façon d'intéresser, ben, à moyen et long terme, il faut qu'on dépasse en fait simplement cette logique-là parce que quand il n'y aura plus de pénurie de main-d'œuvre, on souhaite bien évidemment qu'il y ait encore des personnes autistes qui soient embauchés, qu'ils soient davantage. Donc, la question de l'intéressement aussi, elle doit être pensée à court, à moyen et long terme. Quelle entreprise gagne d'une embauche inclusive? À court terme, peut-être que c'est une réponse à une pénurie de personnel, mais à moyen et long terme, s'approprier en fait les avantages que ça peut poser de s'engager dans ce type de démarche-là, ça devient aussi un enjeu extrêmement important. La quatrième étape, en fait, un autre élément qui, je dirais, a été assez majeur également, c'est tout ce qu'on a appelé l'enrôlement. L'enrôlement, qu'est-ce que c'est? C'est de mobiliser, en fait, des acteurs, faire en sorte que chacun des acteurs s'engage dans un travail de partenariat avec d'autres acteurs pour atteindre des objectifs communs. Un des enjeux qui a été extrêmement présent, c'est vraiment l'enjeu de sortir de sa zone de confort, donc de sa zone d'action habituelle. Ça peut vouloir dire pour des entreprises de considérer des éléments qui vont au-delà de la production ou de l'activité en fait de l'entreprise elle-même, mais encore plus vrai, je dirais, pour des acteurs, notamment les acteurs institutionnels, qui ont déjà des pratiques et des contours très clairement définis, qui ont, dans une certaine façon, des pratiques institutionnalisées. Prenons le cas, par exemple, du réseau de la santé et des services sociaux, qui a un cadre, en fait, qui est très clairement défini. Lorsqu'on est dans cette démarche-là où on cherche à innover, puis on cherche finalement à offrir des réponses originales à des besoins qui sont perçus, ça veut dire peut parfois faire autrement, mais avec le défi que ça peut poser finalement d'avoir une certaine souplesse dans ces activités. Dernière étape, en fait, qui est apparue aussi comme étant très importante, c'est celle du rallongement du réseau. Autrement dit, en fait, à travers les projets qui ont pu être développés, qui ont été mis en place, la pérennité de ces projets-là a toujours été importante et l'appropriation du projet par des acteurs périphériques, c'est notamment l'appropriation de ces projets-là par des acteurs qui ont la capacité de venir offrir les ressources nécessaires pour que ces projets-là puissent se réaliser. Donc, souvent, c'est des acteurs institutionnels, par exemple comme le réseau de la santé, qui ont fini par être sollicités pour reprendre ces projets-là. C'est notamment le cas des carrefours socioprofessionnels parce que c'était les acteurs qui avaient d'une certaine façon les structures les plus solides pour permettre à ces projets-là de continuer d'être pérennes, en fait, puis de pouvoir continuer leurs activités. En même temps, ça pose toujours un défi d'une centralisation autour de quelques acteurs, puis d'un regard, en fait, que ça amène quand c'est un acteur du réseau de la santé et des services sociaux qui porte une innovation liée à l'intégration d'emploi, bien évidemment, ça vient colorer, en fait, le regard et les pratiques qui peuvent être mises en place. De façon transversale à tout ça, et la sociologie de la traduction l'amène bien, en fait, c'est toute la question des controverses. Et juste dans ce que je viens de vous dire là, et dans ce que chacun des acteurs a pu vivre là, à travers les différents projets, il y a toujours des enjeux, des controverses, en fait, qui vont se poser dans ce type de projet-là. Une controverse, c'est parfois simplement de sortir de sa zone de confort, c'est parfois une histoire, en fait, qu'on porte, et ça, on l'a vu beaucoup quand des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux avaient à collaborer avec des acteurs communautaires. Donc, il y a parfois là une histoire qui est portée
portée qui vient influencer aujourd'hui notre capacité à développer des projets, tout simplement parce que on porte des controverses qui peuvent toucher les valeurs, des valeurs qui sont parfois divergentes, un regard posé sur la situation de l'emploi, la représentation même qu'on peut avoir du travail, de l'emploi, les définitions qu'on peut mettre derrière ces différents thèmes-là. Donc, des enjeux les controverses qui souvent vont toucher la communication, qui vont toucher parfois aussi des enjeux de pouvoir entre les différents acteurs. Je ne vous cacherai pas évidemment que entre le réseau de la santé, les services sociaux, notamment le milieu communautaire, il y a souvent ce type d'enjeux-là qui vont souvent, des controverses en fait, qui vont souvent mener soit à porter crédit ou discrédit finalement à la démarche. Donc, il y aurait bien évidemment beaucoup d'autres choses à ajouter sur cette question-là des controverses, mais pour moi, l'intérêt aujourd'hui de vous présenter ces éléments-là, c'était justement pour porter un regard un peu plus macro sur tout ce qui est nécessaire d'engager et de bien comprendre en fait ces dynamiques-là inhérentes à l'innovation qui sont sous-jacentes au développement de ce type de projet-là. Donc là-dessus, je pense qu'on a été tous bien sages